Vos idées, vos émotions, vos questions. Ici, elles ont de l'écho. Faites résonner votre voix. Appelez ou textez 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Les fantasmes, c'est toujours un sujet qui fait réagir. Il y en a qui ont le fantasme d'écrire des textes dans une tribune alors qu'ils sont en plein procès. Ça, c'est un fantasme. Il y en a. Il y en a qui les réalisent, d'autres pas. Mais bref, c'est pas de ça dont on va parler, même si ça fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, cette histoire-là. Est-ce qu'on doit partager nos fantasmes sexuels à notre partenaire? Est-ce qu'on doit faire ça? Notre sexologue François Renaud et psychothérapeute est avec nous comme à tous les vendredis. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire au 187 Cube Radio. Il y en a des fois qui sont gênés de parler de sexualité. On n'est pas obligé de vous nommer non plus, hein, si jamais vous voulez partager ça. Vous avez des fantasmes. On peut garder l'anonymat. Il n'y a pas de problème avec ça. Des fois, la sexualité, c'est plus gênant, mais ô combien pertinent d'en parler. François Renaud, bon vendredi. Bonjour. François Renaud, sincèrement, est-ce qu'on doit dire tous nos fantasmes à notre partenaire? Parce que des fois, des fantasmes, il y en a qui sont d'aller voir Coldplay avec un homme et une femme mariée puis de se faire pogner sur une kiss cam. Tu sais, des fantasmes, ça va vraiment dans toutes les directions, là. Oui, tu sais, il y a jamais de faudrait là, dans la sexualité de façon en général. C'est vraiment un choix de vouloir se dévoiler ou pas par rapport à quelque chose. C'est certain que ça peut augmenter l'intimité d'un couple, d'apprendre à connaître l'autre, pouvoir tu sais, réaliser ses fantasmes ou juste les savoir. Là, parce que c'est pas parce qu'on a un fantasme qu'on veut nécessairement le mettre en application dans la réalité que, tu sais, je sais pas moi, faire quelque chose d'exhibitionniste dans un parc public, ça peut être très intéressant dans ta tête. Ben, il y a des conséquences légales à le faire dans la réalité. Fait que, tu sais, des fois, c'est le fun de s'imaginer quelque chose, mais pas nécessairement de le faire. Donc, on peut en partager, mais il faut comprendre aussi les impacts que ça peut avoir sur la relation. Parce que je peux me dévoiler sur quelque chose que mon partenaire, ça va changer sa perspective à mon égard, vont être surpris, vont peut-être même vivre du dégoût. Parfois, ça va les exciter, parfois, ça va tout simplement les surprendre. Mais il faut comprendre qu'un fantasme, c'est souvent révélateur de nos anciennes expériences, de comment on voit la sexualité, l'éducation sexuelle qu'on a, les valeurs qu'on a alentour de la sexualité, de nos insécurités. Fait que c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui est très vulnérabilisant à dévoiler. Donc, il faut comprendre aussi le risque et accepter la réaction qu'on ne sait pas encore que l'autre va avoir par rapport à ça. Mais qu'est-ce que ça dit sur nous, nos fantasmes? T'sais, parce qu'on voit que dans les plus populaires, là, les fantasmes les plus populaires, ce qui ressort souvent, c'est le trip à trois. Souvent, c'est 2 femmes, 1 homme. Il y en a d'autres, là, bien sûr, mais le plus populaire, selon les différents sondages, c'est souvent 2 femmes, 1 homme. Trip à 3, ça revient souvent. Mais qu'est-ce que ça dit sur nous? Bien, il y a des fantasmes, par exemple, qui vont être plus révélateurs que d'autres. Souvent, nos fantasmes ont été construits avec les années, avec nos expériences. Donc, c'est vraiment des histoires uniques à chacun. Donc, tu sais, si tu me dis un fantasme, le fantasme comme tel ne va rien dire sur personne. Par contre, on a des interprétations, tu sais, sociales par rapport à certaines choses. Une femme, par exemple, qui veut un trip à 3 avec 2 femmes, 1 homme, versus 2 hommes, 1 femme, tout de suite, on va avoir des genres de jugements par rapport à ça. Puis je parle pas nécessairement d'un jugement négatif, mais juste un jugement de comme, ah, 2 hommes, c'est intéressant, 2 femmes, ah, OK, tu as une attirance peut-être envers les femmes. Tu sais, si on parle, je sais pas, moi, d'un fantasme de faire du sexe anal, par exemple, ben la raison pour faire cette pratique-là peut être différente d'une personne à l'autre. Fait que c'est vraiment le sens qu'on donne à notre fantasme et pourquoi ça nous excite. Est-ce que c'est une question de domination sur l'autre personne? C'est un acte privilégié que je fais avec une personne qui est comme plus inhabituel, c'est quelque chose d'exclusif entre moi et toi, c'est quelque chose qui est un peu tabou, qui est même un peu sale ou cochon pour la personne. Fait que le sens qu'on va donner va être très révélateur, mais juste nommer un fantasme comme tel, à part les codes sociaux et les stéréotypes sociaux qu'on peut avoir, on va avoir des compréhensions, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce que ça dévoile vraiment de la personne? Là, il faut aller plus en profondeur, il faut poser des questions. Au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346, on a Sylvie qui est avec nous. Sylvie, est-ce qu'on doit dévoiler nos fantasmes à notre partenaire? Eh bien, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi, c'est pas une question de dévoiler ou pas. Oui. C'est sûr. Moi, j'ai eu beaucoup de fantasmes dans ma vie. J'ai eu un conjoint. On a eu plein de, on pourrait dire des trucs sexuels. Mais le jour où je dévoilais mes fantasmes devenaient son fantasme. Oh, c'est intéressant, ça. Donc, c'était plus un fantasme pour moi. Et c'est devenu comme
vraiment désagréable pour moi. C'est vrai? Ah oui, 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 oui. Donc, moi, je crois que nos fantasmes restent un fantasme lorsqu'on ne le divulgue pas. Aussitôt qu'on le divulgue, c'est plus un fantasme. Aussitôt qu'on le fait ou qu'on le réalise, c'est plus un fantasme. Un fantasme, c'est caché dans notre cerveau, dans notre quotidien, toute seule, lorsqu'on fait l'amour avec nous-mêmes. Puis moi, c'est comme ça que je le vois, là. Puis non, là, aussitôt que j'en parlais d'un fantasme ou d'un autre, ça devenait le fantasme de mon conjoint. Puis lui, il tripait là-dessus, puis là, c'est plus le fun. Ah oui, fait qu'à chaque fois, par exemple, je sais pas ça pouvait être quoi vos fantasmes, mais à chaque fois, votre conjoint embarquait là-dedans, vous, c'est ce qu'on dit en mon bon Dieu. québécois, un turn-off. Ben, un turn-off, oui. Oui. On pourrait même parler, genre, avec une autre femme. À un moment donné, c'était plus fun, là. Lui, il profitait de l'autre femme, il se cachait dans le garde-robe pour baiser avec elle en cachette de moi. Tu sais, à un moment donné, là, c'est plus un fantasme, là. Oh, mais là, il y avait peut-être un enjeu de confiance aussi, peut-être, là-dedans? Bah. Moi, je pense plus qu'il profitait de mon fantasme. Il s'appropriait vos plus. fantasmes. Je comprends ce que vous voulez dire. Il s'appropriait votre Il fantasme. y a d'autres fantasmes que j'ai jamais divulgués, puis je le garde pour moi parce que c'est ça qui m'excite. Mais si je le divulgue, si j'en parle, si je moi, je crois que si un fantasme, ça reste un fantasme. Comme un rêve, finalement. C'est comme quelque chose Oui. d'intangible. Si on le réalise, c'est plus un fantasme. Est-ce que vous en avez réalisé plusieurs dans votre vie? Est-ce que ça, vous êtes satisfaite à ce niveau-là ou votre conjoint a manqué Non. de créativité? Non, c'est ça. À chaque fois que je parlais d'un fantasme, ça pétait ma bulle. C'était plus mon fantasme, ça m'appartenait plus. Mais merci beaucoup pour votre partage aujourd'hui. On vous souhaite une Merci. belle journée, une belle fin de semaine. Bye. À toi. Est-ce que François Renaud, ça arrive souvent, ce genre d'affaires-là? Je partage le fantasme, puis on dirait que ça m'enlève le goût de le faire. C'est quelque chose qui arrive. Je te dirais, les gens, plus souvent qu'autrement, ils vont trouver une forme de complicité à travers de ça. Mais il y a certaines personnes, effectivement, que le fait de partager leurs fantasmes, ils veulent garder ça pour eux. C'est comme à eux. Puis le fait de le divulguer, c'est comme, ah, je perds une partie de moi. Fait qu'il y a certaines personnes, effectivement, qui vont réagir de cette façon-là. Puis j'aimerais revenir un peu sur ce qu'elle dit. Tu sais, un fantasme dévoilé n'est plus un fantasme. Souvent, effectivement, les gens ont tendance à associer un fantasme, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. C'est un rêve, c'est quelque chose qui est imaginaire. Les sexologues, nous, quand on parle de fantasme, on parle de c'est quoi ton imaginaire sexuel? Qu'est-ce que tu t'imagines finalement quand tu te masturbes, quand tu fais l'amour? Qu'est-ce qui peut potentiellement t'exciter? Quelles sont les pratiques ou les scénarios qui t'excitent? Mais souvent, on a tendance à associer là, dans le jargon général public quand on parle d'un fantasme, c'est quelque chose qu'on ne veut pas réaliser. Mais quand on parle de fantasme, ça peut être aussi juste son imaginaire érotique qu'on met ou pas en application. Parce qu'un imaginaire érotique, c'est quand je me masturbe, j'imagine faire une fellation ou un cunnilingus ou prendre une position particulière. C'est ça qui m'excite. Mais souvent, on a tendance à dire fantasme, ça c'est quelque chose qu'on ne réalise pas ou qui est inaccessible, qui le rend excitant lui-même, un peu comme Daniel explique. Il y a Julie au 187 Cube Radio, elle dit « Moi, je l'ai réalisé, mon fantasme, en 2022. J'ai fait l'amour en avion pendant un vol de nuit au fond de l'appareil. » Ça, faire l'amour dans des endroits insolites, entre guillemets, ça fait partie aussi des fantasmes qui reviennent très souvent dans les différents sondages. Oui, effectivement, le fait comme le risque, le danger, la curiosité, ce sont des choses qui sont très érogènes pour bien des gens. Puis ce qui est intéressant des fois, c'est que tu peux avoir un fantasme qui a l'air très intéressant dans ton imaginaire, mais dans la vraie vie, c'est pas si intéressant que ça. L'avion qui bouge, la petite cabine de toilette, qui a pas beaucoup de place. Finalement, t'es comme, c'était plus le fun dans ma tête que ça l'était dans la réalité. Puis des fois, tu le réalises, puis c'est vraiment le fun. On a vraiment trippé, puis on est vraiment content d'avoir finalement réalisé ce fantasme-là ou ce rêve-là. Fait que ça peut aller dans les deux sens, où ce que des fois, tu vas faire quelque chose avec ton partenaire, puis finalement, le scénario que tu t'es imaginé, des fois, ça prend un peu de acting, là, pour faire un certain scénario sexuel. Puis si l'autre, il n'est pas au niveau que tu t'attendais ou que c'était meilleur dans ta tête, tu peux parfois être un peu déçu de la chose. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Dans ce qu'on entend aussi beaucoup, le BDSM, mais parmi ça, puis ce qui m'a surpris, au fait, peut-être que vous, ça vous surprend pas, mais dans le BDSM, ce qui est le plus populaire, c'est la soumission. Il y a beaucoup de gens qui aiment être soumis dans une relation. Je t'avoue, je n'étais pas nécessairement au courant qu'il y avait peut-être une différence dans qui voulait plus dominer ou soumettre. Mais souvent, la personne qui est dans la posture de soumission,
c'est en réalité la personne qui contrôle la situation, Ah, c'est paradoxalement, intéressant. Ouais. parce que c'est elle qui met les limites. C'est elle qui va dire, OK, jaune, on commence à aller trop loin, rouge, on est allé trop loin. C'est elle, avant la rencontre même sexuelle, va dire, voici mes limites, voici le carré de sable dans lequel je suis prêt à jouer. Fait que c'est eux, en fait, qui ont pris la décision. Après ça, la personne dominante va jouer à l'intérieur de ça. Fait que peut-être qu'effectivement, le fait de quand même garder un certain contrôle, puis le lâcher prise qui vient avec la soumission de ben, je m'occupe de rien un peu, entre guillemets. Là. Oui, il faut peut-être que moi je fasse le acting de la soumission, mais je suis comme un peu surpris. Puis il y a quelque chose de très excitant pour bien des gens de ne pas avoir à réfléchir ou à prendre des décisions dans la sexualité. Parce qu'on a une charge mentale pour la majorité des gens, ben, tout le monde en fait. Il faut tout le temps prendre des décisions. Fait que le fait de se faire enlever cette décision-là, ça pourrait potentiellement expliquer pourquoi il y a plus de personnes qui préfèrent le rôle de soumission, de comment je peux me laisser aller puis me laisser emporter, que les gens qui sont comme, c'est moi, il faut qu'ils fassent toute la décision finalement pendant toute l'acte sexuel. On a envie de prendre des vacances, c'est ça qu'on entend. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on doit partager nos fantasmes sexuels avec notre partenaire? Il y a Alex qui dit, moi, je suis d'accord avec celle qui a appelé un petit peu plus tôt au 187 Cube Radio. Il dit, moi, si on enlève le fantasme, puis on risque de se faire juger par nos amis, même si on dit nos fantasmes, parce que là, on parle des plus populaires. Mais il y en a aussi qu'on nomme pas là, présentement, qui font partie des fantasmes. Ça peut aller dans toutes les directions. Donc, pour Alex aussi, on enlève l'aspect fantasme de le communiquer. Oui, mais c'est intéressant quand on parle justement de quel genre de fantasme on peut ou pas communiquer, lesquels on considère marginal ou marginalisés ou atypiques. Puis tu vois, il y a quelques années, en fait, nous, en sexologie, on avait tendance même à considérer peut-être certaines pratiques ou même certains fantasmes plus déviants. On travaillait les fantasmes des personnes. Puis dans les dernières années, les études ont sorti que ben, la majorité des fantasmes qu'on considérait marginalisés, ben, finalement, ne l'étaient pas tant que ça. Quasiment 25 à 35% des gens avaient des fantasmes qu'on considérait atypiques. Fait qu'on on a enlevé, en fait, la connotation déviante là, ou paraphile de certaines choses. Puis finalement, on est plus dans, ben, est-ce que les gens qui participent à ça sont consentants? Puis est-ce que les gens en ressortent un plaisir ou est-ce que les gens souffrent de ces choses-là? Mais ça, c'est quoi les 30 vous dites, là, on pensait que c'était déviant, puis finalement, on se rend compte que peut-être pas. C'est parmi quelles pratiques, par exemple? Ben, par exemple, les pratiques comme le BDSM, en fait, faisaient partie de ça il y a quelques années. Là, ça a été un peu démocratisé là, avec le fameux livre là, 50 nuances de gris qu'on a réalisé. Puis là, il y a des études qui sont sorties. On avait souvent tendance à considérer là, comme des intérêts pour des pieds ou des choses comme ça, des choses qui n'étaient pas des personnes comme étant déviants. Finalement, on réalise qu'il y a bien des gens que c'est un fantasme qu'ils ont, mais ce n'est pas nécessairement le seul fantasme qu'ils ont. Donc, comme ça fait partie d'une variété de différents fantasmes, c'est là que ça va être davantage exploré de façon pas nécessairement vouloir l'enlever. Mais si la personne souffre de ça ou ça l'amène des conflits dans le couple, ben c'est peut-être là qu'on va davantage plus en discuter. Évidemment, là, la pédophilie reste toujours quelque chose qui est considéré là, paraphile et déviant là, parce que là, le consentement n'est juste pas considéré valable chez les enfants. Mais la ligne est mince parfois entre déviance et fantasme parce que, tu sais, quand on pense à du voyeurisme, à de l'exhibitionnisme, le fétichisme, vous avez parlé des pieds, la ligne, elle est très, très mince entre les deux. Il y a quelqu'un au 187 Cube Radio, dit, moi, mon ami a un fantasme violent. Là. Elle aimerait ça, là, faire l'amour avec un cambrioleur. Là. Il y a quelque chose qui l'excite là-dedans. Même elle a dit, c'est-tu normal ou c'est une déviance? La ligne est mince. Bien, c'est là un peu comme j'expliquais tantôt, c'est quoi le sens en arrière? Est-ce que ça reste simplement une histoire dans sa tête qu'elle veut faire? Est-ce que, tu sais, dans la réalité, un cambrioleur qui viendrait à la maison puis il y aurait peut-être une forme de viol à ton égard, ça serait pas nécessairement intéressant. Mais dans le fantasme, c'est toi qui le contrôle. Un peu comme la personne tantôt, tu sais, on parlait soumise. Dans le fantasme, c'est tout toi qui contrôle la chose. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent avoir le fantasme du viol, mais qui ne veulent pas se faire violer parce que c'est pas intéressant se faire violer. Mais le fait de s'imaginer d'être pris, de ne pas avoir à faire justement le choix, de se déculpabiliser même peut-être de son désir ou de son plaisir, ça peut être excitant. Mais de le faire dans la vraie vie, ça peut être quelque chose de complètement différent. Fait oui, on peut commencer à se questionner, qu'est-ce que ça veut dire de cette personne-là? Est-ce que cette personne-là a vécu une forme de violence dans son enfance qui fait maintenant qu'elle l'érotise? C'est possible. Elle a peut-être vécu certaines expériences ou elle a vu des choses à la télé, à regarder peut-être certaines vidéos érotiques, elle a commencé à s'exciter là-dessus, puis c'est devenu quelque chose qui est excitant.
De là à dire que c'est déviant ou pas, c'est vraiment de regarder est-ce que je prends plaisir ou pas là-dedans, est-ce que j'en vis une certaine détresse, puis si j'en ressens un certain plaisir, mais pourquoi s'empêcher de vivre du plaisir? Puis ce qui est considéré déviant ou pas déviant, il est très culturel et historique. Donc, ce qu'on considère, par exemple, l'homosexualité, il n'y a pas, je pense, c'est 50-75 ans, c'était considéré déviant, même illégal, puis avant, c'était possédé par le démon. Tandis qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert et accepté. Les couples ouverts, par exemple, c'est la même chose. On considérait ça déviant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Fait que c'est là qu'il faut remettre en question ce qu'on considère déviant est très temporel et culturel aussi. Faut donc s'assurer que l'autre est à l'aise. Par exemple, dans le voyeurisme, ben là, on n'est pas sûr là, que l'autre veut vraiment être vu. Là, ben, c'est ça. Le voyeurisme, on peut l'explorer dans, il y a des bars, par exemple, voyeurisme, il y a des plages où on peut aller s'amuser là-dedans, pas nécessairement avec des actes sexuels sur la plage, là, mais il y a des endroits où on peut le faire de façon consentante. Mais effectivement, si je le fais dans un parc public où des gens sont peut-être pas consentants de me voir tout nu, c'est pas la même chose. J'ai pas ton consentement. Là, ça devient déviant parce qu'il y a une absence de consentement. Mais si je vais dans un bar pour adultes spécialisés en ce sens-là, puis tout le monde est d'accord d'avoir des relations, des pratiques sexuelles devant un et l'autre ou de juste être nu, ben si les gens prennent plaisir à ça puis tout le monde est consentant, ben on peut plus tant considérer ça problématique nécessairement. Puis le fantasme, il vient d'où? Est-ce que c'est culturel parce qu'on est élevé, par exemple, avec la pornographie, on voit que ça se passe de telle manière, ou c'est parce que dans l'enfance, on a vu nos parents agir de la même manière, fait que c'est ça qui a construit notre imaginaire sexuel? Nos fantasmes, ils viennent d'où? Tu sais, notre imagination, il faut qu'on l'ait pris quelque part. Bien, ça, c'est intéressant parce que, tu vois, le site le Pornhub avait tendance à faire des statistiques culturelles selon les pays et même les différents États de qu'est-ce qui était le plus regardé. Donc, par exemple, on voyait, là, je pense en Ukraine ou en Russie, que les scénarios de demi-frères, demi-sœurs étaient très, très, très populaires. Au Canada, c'était des vidéos de femmes lesbiennes. Dans les États davantage républicains, conservateurs, c'était beaucoup des films porno gays qu'on retrouvait. Parce que comme ils étaient peut-être moins capables de vivre leur homosexualité, ils allaient le chercher dans la pornographie. Fait qu'on peut voir que culturellement, finalement, ça va ressortir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la manière qu'on a été aimé, la manière qu'on a été éduqué sexuellement et nos expériences sexuelles vont nécessairement teinter le sens de nos fantasmes sexuels. Donc, si moi j'ai été élevé avec une famille très amoureuse, très affective, que le modèle que moi j'ai eu, c'est des parents qui se donnaient des mots doux, qui s'embrassaient régulièrement, qui nous ont eux-mêmes fait la même chose à nous en tant qu'enfants et parents, bien, probablement que nos fantasmes vont potentiellement aller un peu dans ce sens-là aussi. On va peut-être avoir des fantasmes plus amoureux. Si mon éducation sexuelle a beaucoup été d'objectifier la sexualité ou de séparer l'amour et la sexualité, que ce sont deux choses différentes, qu'on ne fait pas l'amour, on fait du sexe ou on est en amour, mais c'est très difficile de marier les deux, mais ça se peut que mes fantasmes viennent refléter cet élément-là. Si j'ai été intimidé en tant que puis qu'à un moment donné, j'étais dans la douche puis on a ri du fait que j'avais peut-être un plus petit pénis que les autres garçons, mais peut-être que mes fantasmes, en fait, vont être en lien avec ça, que j'ai peut-être un petit pénis, mais je suis vraiment bon avec mon pénis. Ou je suis vraiment bon à faire un cunnilingus. Fait que des fois, nos blessures, nos insécurités ressortent dans nos fantasmes de façon un peu compensatoire ou de façon triomphante. Mais puis des fois, on le sait pas, c'est inconscient. On n'a pas compris que la phrase, justement, du petit pénis est venue nous affecter. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Oui, exactement. Souvent, le sens en arrière, il faut prendre le temps d'y réfléchir, il faut prendre le temps de tester quelques hypothèses avec la personne, d'explorer son identité masculine ou féminine. C'est rare que les gens se disent « Ah ouais, quand j'avais 13 ans, j'étais dans la douche, puis j'ai commencé à me masturber sur ce scénario-là. » C'est quelque chose qui s'installe de façon très subtile dans notre sexualité, mais souvent, on voit qu'à travers les fantasmes, il y a beaucoup de sens de qui est cette personne-là, puis c'est pour ça que les gens ne veulent pas se dévoiler. Dire que mon mets préféré, c'est le pâté chinois, puis dire que j'aime me déguiser en écureuil puis faire un striptease à ma partenaire, ça dit pas la même chose sur moi, disons. Mais on se rappelle, il y a même la série, je pense que c'était Doute raisonnable, le rôle de Julie Perrault qui se costumait, là, ça a été très mal vu. Là, c'est une série, on s'entend, là, mais ça peut être un indicateur quand même, des fois, là, de se cacher, elle se déguisait pour avoir de la sexualité. Elle avait un problème avec ça, mais quand même, ça a été vraiment jugé quand ça a été mis au goût du jour, ça, dans la série. Là. Mm-hmm. Fait que, si on a des fantasmes, par exemple, un peu BDSM, d'humiliation ou d'humilier quelqu'un, mais ça veut dire peut-être quelque chose par rapport à nous. Souvent, on avait tendance à associer ça à des traumas, qu'on en associait, ben, si tu fais de la violence dans la sexualité, ça veut dire que tu as dû vivre de la violence à ton enfance.
Parfois, c'est le cas, mais parfois, c'est pas nécessairement le cas. Puis c'est d'autres expériences qui ont juste apporté là, cette érotisation-là chez une personne. J'ai déjà un cas qu'un professeur nous avait dit quand j'étais à mes études. La personne, sa première expérience, elle s'est masturbée à sa fête, dans le garage, à côté sur un pneu. OK. Et puis, le fait qu'elle était sur son pneu, elle a comme développé le besoin d'avoir un pneu dans la pièce pour être en mesure d'avoir un orgasme. Fait une expérience qui était, somme toute banale. C'était sa première expérience sexuelle. Il est à côté sur le pneu, peut-être la sensation, le fait que c'était son premier orgasme, sensation très intense au niveau du cerveau. Il y a comme une association qui s'est faite, puis cette personne-là avait besoin d'avoir un pneu. C'est moins évident. C'est moins évident de traîner un pneu dans ta chambre à coucher à toutes les fois. Oui, ben, je pense qu'il avait juste accroché, en fait. Puis qu'il y a une espèce de pneu en suspension en place d'une balançoire, là, faut pas se poser de questions. C'est ça. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Il y a Mario qui est au téléphone, qui avait une question. Bonjour, Mario. Oui, j'ai une question pour votre expert. Oui. C'est la plupart des fantasmes, d'après moi, c'est retenir son désir de le faire. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mario? Bon, mettons, regardez, il y a des filles qui pourraient faire l'amour facilement avec deux gars, mais elles ne feront pas. OK? Mais elles s'imaginent de le faire. C'est retenir son désir, dans le fond. Il y a plusieurs fantasmes qu'il y a du monde qui vont dire j'aimerais ça faire ça, mais je pourrais le faire, mais elle ne le fera pas. Elle retient son désir de le faire. Ou un garçon aussi. Moi, je voudrais savoir si la plupart des fantasmes, c'est retenir son désir de le faire. François Renaud, vous en pensez quoi? Ben, c'est sûr que des fois, on va avoir des fantasmes qu'on n'assume pas. C'est qu'on a trop peur de dévoiler ou qu'on ne voudrait pas vivre l'expérience. Plusieurs fantasmes, un peu comme je l'expliquais tantôt, c'est très intéressant dans notre tête, pas tant dans la réalité. Ben, il y en a qui disent Brad Pitt, Top Gun. Là, je m'imagine avec Brad Pitt. Il y a des choses qui se réaliseront juste pas, là, tu sais. Ben oui, il y a ça aussi, tu sais, puis il y a des choses que c'est comme, tu sais, oui, j'ai peut-être des fantasmes envers d'autres personnes que mon partenaire. Tu sais, j'ai lu justement un article là, dernièrement, 70% des gens, en fait, fantasment sur d'autres personnes que leur partenaire. Est-ce que ça veut nécessairement dire que ces gens-là veulent être infidèles dans la réalité? Probablement pas. Mais il y a effectivement, un peu comme le monsieur dit, des fois, on a des fantasmes qu'on n'assume pas tout à fait. Soit même juste pour nous-mêmes, là, on est mal à l'aise parfois même avec nos propres fantasmes, malgré que ça nous excite. Puis c'est effectivement des genres de désirs refoulés ou des désirs qu'on s'empêche de vivre par peur de jugement des autres, de soi ou de son partenaire. Mais c'est pas nécessairement ça, avoir un fantasme qu'on n'a pas mis en application, mais ça peut effectivement l'être. Ça dépend de la personne, puis est-ce que la personne a vraiment l'intérêt de le vivre. Un peu comme je disais tantôt, j'ai peut-être un désir exhibitionniste, mais ça ne veut pas dire que je veux prendre le risque de me retrouver en prison parce que je me suis montré nu puis je me suis masturbé devant d'autres personnes qui n'étaient pas consentantes. Mais dans ma tête, c'est vraiment intéressant comme scénario, ça m'excite. Merci, Mario, pour votre question. Merci beaucoup. Vous dites qu'il y en a beaucoup qui pensent des fois même à un autre, tu sais, commettre l'adultère comme fantasme. Mais là, est-ce que c'est trompé de penser qu'on veut l'autre? Est-ce que on remet quelque chose en doute? Ça aussi, des fois, il y en a qui sont pas sûrs et qui veulent pas le dire à cause de ça. Oui, ça, c'est toujours une question intéressante quand je demande parfois dans mes couples, avez-vous des fantasmes? Puis là, ils se regardent, il y a comme un malaise. Puis là, il y en a un qui dit, mais moi, je ne fantasme que sur mon partenaire. Puis tu sens clairement qu'ils sont pas en train de dire la vérité, là. C'est sûr que ça peut être déstabilisant et très fragilisant de savoir que son partenaire fantasme sur d'autres personnes. Ça l'active la non-exclusivité, la possessivité, la jalousie, puis la compétitivité. Mais en même temps, je veux dire, on n'a pas vraiment de contrôle nécessairement sur qu'est-ce qui nous attire. Je veux dire, tu vois une belle personne dans la rue, tu vas vivre un attrait. Après ça, tu peux décider d'investir ou pas ton imaginaire envers cette personne-là. Mais comme je disais, c'est tellement fréquent, 70%, est-ce qu'on va vraiment commencer à contrôler ce que les gens pensent puis qu'est-ce que les gens vivent dans leur sexualité imaginaire ou qu'est-ce qu'ils vont regarder, par exemple, dans la pornographie? Parce que dans le fond,
aller sur la pornographie, c'est de regarder d'autres personnes faire l'amour. C'est une forme d'attirance envers d'autres personnes. Que ce soit moi qui l'imagine dans ma tête, moi qui regarde un film, ou que moi qui lis un livre érotique ou qui écoute un balado, je ne vais pas nécessairement toujours imaginer mon ou ma partenaire. Donc, les chances que quelqu'un fantasme uniquement sur une personne toute sa vie sont plutôt rares. Mm-hmm. Il y a certaines personnes qui ont ce genre de modèle-là. Moi, j'ai déjà eu un thérapeute qui disait que lui avait fait c'était pas une recherche, mais c'était un questionnaire, puis 96% des gens fantasmaient sur d'autres personnes que leur partenaire, et ce, pendant la relation sexuelle avec leur partenaire. Oh! Puis il a dit, l'autre 4%, c'est des menteurs. Oh, c'est intéressant, ça! Révélation choc! C'est ça. C'était hypothétique, évidemment, là, mais c'était son interprétation, mais c'est quasiment impossible que les gens ne fantasment pas ou n'ont pas une certaine excitation envers d'autres personnes, mais souvent les gens ne veulent pas se l'avouer et ne veulent pas nécessairement l'avouer envers d'autres personnes parce que ça vient jouer justement dans plein d'insécurités que les gens vont avoir. Mais bon, si quelqu'un dit qu'il ne fantasme que sur son partenaire, on peut certainement le croire, mais parfois les gens ont tendance à mentir par rapport à ce genre de choses. Ça, c'est vraiment intéressant. Il nous reste à peu près 30 secondes. François Renaud, en terminant, j'aurais aimé vous entendre sur la fameuse histoire qui buzz partout à travers le web présentement. Le fameux couple là, où deux personnes sont mariées et se font prendre dans une kiss cam au spectacle de Coldplay. Ils sont mariés avec pas... Dans le fond, le couple qu'on voit, chacun est marié, mais avec pas la personne qu'on voit. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on voit la vidéo sur Cube Télé. Dans le fond, le duo s'est fait prendre dans une kiss cam. Les deux sont en couple avec quelqu'un d'autre. Les deux sont mariés avec quelqu'un d'autre. Et là, ça a fait le tour du web, cette vidéo-là, parce qu'on les a vus se cacher par la suite quand la caméra s'est braquée sur ce duo en question. Donc, visiblement, il y avait adultère en public. Bon, vous pensez quoi de cette situation-là? Ben c'est sûr que ça rentre dans l'infidélité. Puis l'infidélité, c'est un des fantasmes que les gens s'excitent beaucoup dessus, de franchir cette limite-là. Des fois, tu peux avoir un fantasme de juste être attirer ou avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, mais des fois, la composante d'être infidèle, le thrill, en fait, d'avoir franchi la limite, ça peut être très excitant. Puis c'était Esther Perel, qui est une sexologue là, aux États-Unis, quand même assez connue. Elle a étudié l'infidélité pendant quasiment 10 ans. Puis ce qu'elle a dit, c'est souvent les gens sont très heureux dans leur couple, mais ils sont comme morts à l'intérieur. Puis l'infidélité, c'est comme la chose qui vient comme raviver, en fait, leur vie, en fait, il y a comme le secret, il y a comme une nouvelle aventure qui se passe, c'est comme un nouveau amant-amante, puis là, je suis pas en train de recommander là, d'aller tromper nos partenaires, c'est pas une justification nécessairement de le faire, parce que ça vient potentiellement avec toutes les conséquences d'une infidélité, mais ça a ce genre de oomph-là à la vie, parfois, être infidèle, puis souvent, les gens qui sont infidèles ne sont pas se sentent pas tant coupables, en fait, c'est qu'ils ont été capables de justifier l'infidélité, puis souvent, ils ne se sentent pas si mal que ça. Souvent, en fait, ils se sentent mal de s'être fait pogner, de la conséquence peut-être sur l'autre, mais souvent, ils ne sont pas tant malheureux d'avoir eu l'expérience parce que la raison pourquoi ils l'ont eu, c'est parce que c'était une expérience positive. Des fois, ça tourne mal, là, mais souvent, les gens, ils ont aimé l'expérience d'être infidèles. Fait que, ça pimente leur vie de couple après? Mais c'est ça, mais c'est après les conséquences. Mais le pendant, là, rares sont les gens qui continuent à faire quelque chose quand ils se sentent profondément coupables. Si tu t'avais senti profondément coupable pendant, tu aurais probablement arrêté pendant. Oh mon Dieu, c'est tellement... On n'aura pas le choix de reprendre cette discussion-là. François Renaud, sexologue, psychothérapeute, merci. Bon vendredi. J'imagine qu'il y aura plein de discussions dans les voitures pour les vacances de la construction. À la prochaine. Bye bye. Salut.